cellules qui étaient réservées aux enfants. Les enfants de 7 ans à 17 ans. Et c'est dans cette petite cellule où on avait enregistré le taux de mortalité le plus élevé. Parce que les enfants, ils s'y avaient couché en même sol, torse nu serré comme des sardines dans une boîte. Mais ce qu'il y a de particulier à l'intérieur de cette petite cellule, ce sont les fenêtres où toutes se présentent sous la forme de meurtrières. C'est-à-dire les fenêtres sont larges vers l'intérieur, mais se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Le but qui avait donc été poursuivi à l'époque, d'une part, c'était d'empêcher les évasions des esclaves, mais d'autre part, c'était aussi de détruire toute idée de vie privée sur les esclaves. Parce qu'une fois à l'intérieur de chaque cellule, on pouvait alors voir tout ce qui se passait juste à côté. Donc aujourd'hui, nous sommes en droit de pouvoir considérer que c'est à partir d'une maison comme celle-ci qu'avait donc commencé la destruction du tissu social africain. Mais les esclaves partaient au hasard des ventes. Même une famille pouvait se retrouver dans une maison comme celle-ci. Le père, la mère et l'enfant. Le père avait donc pu être vendu pour aller aux Amériques. L'enfant vers Cuba. La maman vers les États-Unis. La séparation avait donc été absolument totale. Nous avons aussi une petite cellule qui était réservée aux jeunes filles vierges. Mais les marchands d'esclaves n'avaient donc fait là que s'inspirer la tradition africaine qui reconnaissait la virginité d'une femme à partir de ses seins pointus. D'ailleurs, c'était la marchandise la plus chère à l'époque. Elles étaient 4 fois plus chères que leur propre maman. Mais les marchands d'esclaves, en venant, ils n'amenaient pas leur femme. Et une fois arrivés ici à Gorée, ils étaient obligés de vivre en concubinage avec ces jeunes filles vierges qui étaient dans cette petite cellule. Et qui, à l'origine, étaient tout à fait des Noirs. Elles se sont métissées du fait de leur relation avec les Européens. C'est ce qui a donné naissance d'ailleurs à cette société intermédiaire qu'on appelait signat ou seigneur, madame en français, qui faisait partie de la haute société de l'époque, parce que la plupart du temps, les maisons ont été bâties pour ces grandes dames. La maison où nous sommes aujourd'hui appartenait à une signat qu'on appelait Anne Pépin. Et Anne Pépin vivait en concubinage avec le chevalier Boufflers. Mais toujours est-il, si les négriers constatent qu'une jeune fille dont les seins n'avaient donc pas été suffisamment fermes, elle était considérée comme ayant perdu sa virginité. Elle était amenée systématiquement dans la cellule des femmes. Mais la vente à l'époque avait donc revêtu la forme de troc. Et du point de vue troc, un enfant c'était l'équivalent d'un petit miroir. Tandis qu'un homme de plus de 60 kilos, d'ailleurs c'était le poids minimum exigé. Ne perdons pas de vue que la finalité pour ces hommes, c'était de les retrouver comme travailleurs dans les plantations ou dans les mines. Mais après avoir survécu aux dures conditions imposées par la traversée de l'océan Atlantique à destination des Amériques. Par conséquent, il fallait être robuste. Un homme de plus de 60 kilos avait donc été échangé au même prix ou à égale valeur qu'une jeune fille vierge. À savoir la poudre à canon, c'était pour faire fonctionner les armes à l'époque. Nous avons aussi la barre de fer pour se fabriquer des outils. Ces objets qu'on avait tendance à appeler sous le vocable de pacotille et qui du point de vue de l'époque c'était des objets qui avaient de la valeur. Nous avons aussi cette petite cellule qui était réservée aux inaptes temporaires. Quand on parle d'inaptes temporaires, on fait allusion à ceux qui n'ont pas atteint les 60 kilos. Systématiquement, on les mettait dans une petite cellule comme celle-là. Mais en effet d'y être engraissés comme du bétail. On les engraissait à l'époque à l'aide du fève de marais. Le fève de marais, c'est une espèce d'haricot. Au Sénégal, nous l'appelons le niébé. Additionné avec l'huile de palme parfois 3 mois ou 3 mois et demi. D'ailleurs, c'est le temps que faisaient les bateaux qui quittaient l'Europe vers l'Afrique. Et au moment de partir, si l'esclave n'avait donc pas augmenté de poids au point d'atteindre les 60 kilos, cet esclave-là demeurait toujours esclave. Il était vendu moins cher pour servir localement en qualité de domestique. Ici même à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Juste pour insister sur le fait que dans une maison comme celle-ci, on pouvait avoir deux types d'esclaves. Les esclaves domestiques, propriété de la femme, signat ou seigneur, qui avaient pu les louer dans le cadre d'intérêt public ou privé, mais à son profit. Tandis que ceux qui avaient fait l'objet de la compartimentation
propriété du mari, était à la limite même destinée à aller aux Amériques. Il faut reconnaître que le commerce des esclaves était à la pointe de l'économie de cette époque. Mais en dessous des escaliers, nous avons aussi une petite cellule qui était réservée aux récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui refusaient d'obéir. La punition avait donc consisté en un enfermement dans une petite cellule comme celle-là. Et les gardiens qui étaient là à l'époque n'avaient donc pas tenu compte du nombre d'esclaves qui pouvaient se contenir à l'intérieur de cette petite cellule. La seule préoccupation, c'était de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Puisqu'à l'époque, les marchands d'esclaves ne considéraient pas ces captifs comme des êtres humains. C'était en quelque sorte une simple marchandise. Nous avons aussi cette petite cellule, toujours est-il en dessous des escaliers, là où je me situe. C'était une cellule de récalcitrants. Mais la seule différence, nous avons deux fenêtres qui sont situées de part et d'autre. Ces deux fenêtres datent de 1848. Et 1848, c'était l'année de référence de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. La date exacte avait été le 27 avril 1848. Mais la deuxième abolition n'avait pas intervenu en même temps. Il n'y a que pour la France, 1848, l'Angleterre, 1807, la Tunisie, 1846, etc. Pour terminer, mesdames et messieurs, je pense que tout le monde a vu cette porte qui donne sur la mer. C'est la porte du voyage dite aller sans retour. La raison est que quand l'esclave traversait cette porte, il n'était plus jamais revenu. Mais en allant vers la sortie, les négriers avaient donc construit un pont à l'aide du bois de palmier. Le pont avait donc pour fonction à l'époque de permettre à l'esclave de traverser cette porte à l'aide du feedback qui lui fait des rochers. Les négriers étaient obligés de venir récupérer les esclaves pour les emmener vers le bateau amarré beaucoup plus loin. Mais en allant vers la sortie, nous avons deux couloirs qui sont situés de part et d'autre. Ces deux couloirs ont servi de salle d'attente. C'est là où on mettait les esclaves bien avant le départ. Tandis que dans le tout dernier couloir avaient été les gardiens. Mais les gardiens choisis parmi les esclaves, dont leur présence finit par être inutile, parce que les esclaves partaient enchaînés deux à deux à partir des chevilles. Même au milieu de la chaîne avait été accroché un boulet en fer de 10 kg 300. Chaque fois qu'un homme avait tenté de s'évader en se jetant à la mer, du fait de la boule, il était mort noyé. Même qu'il n'avait pas le droit de tomber malade à l'époque. En effet, à l'absence de tout médecin, parce qu'aussi craignait les épidémies, les malades étaient jetés à la mer. La conséquence, toute cette zone avait donc été envahie par les requins. La vérité est que dans cette petite île de Gorée, du fait de ses dimensions, 900 mètres de long sur 300 mètres de large, au plus fort de la traite négrière, des maisons comme celle-ci, il y en avait plus d'une vingtaine. Certaines maisons sont devenues des maisons privées. D'autres ont forcément disparu. Mais celle-ci, pour avoir été rachetée par ses derniers propriétaires par l'État du Sénégal, est devenue par la force des choses le symbole de la déportation des Noirs. La traite des Noirs a duré 3 siècles, voire même 4 siècles. C'est-à-dire de 1536 à 1848, année de l'abolition de l'esclavage. Mais avec au bout 15 à 20 millions d'esclaves qui provenaient de toute la côte ouest-atlantique, qui avaient donc été amenés en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, États-Unis, Cuba et toute la Caraïbe. 6 millions mourir de privation ou de mauvais traitements. C'étaient les meilleurs qui partaient à l'époque. La sélection avait donc exclu malades et vieillards. Mais bien avant cette traite organisée par les Européens à destination des Amériques, une autre l'avait précédée beaucoup plus ancienne. Mais c'était du côté de l'Afrique de l'Est, entre les 11 et 15e siècles. Il s'y était alors choisi comme grand port d'esclaves l'île de Zanzibar. Les esclaves avaient donc été amenés à l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, Égypte, Asie, Arabie et même jusqu'à l'Inde. Nous avons aussi la transsaharienne qui est beaucoup plus ancienne, qui a duré du 7e siècle au 19e siècle. Mais 7e siècle, pourquoi? Parce que le 7e siècle avait très bien pu correspondre au Moyen-Âge en Europe. Or, le Moyen-Âge en Afrique avait correspondu au 16e siècle, qui a aussi correspondu au début de la traite négrière. Les moyens de défense à l'époque en Afrique, c'était l'arc, la machette et la flèche. Et les négriers ont profité de cette faiblesse
pour armer les tribus de la côte contre les tribus de l'arrière-pays, justement dans le but de se procurer des esclaves. Mais des esclaves à échanger toujours et toujours contre les armes. Même les tribus de l'arrière-pays, ne serait-ce que pour se défendre, avaient fini par y procéder. La maison des esclaves où nous sommes aujourd'hui cristallise toutes les mémoires des traites négrières. Pour terminer encore une fois, mesdames et messieurs, la maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression et des droits humains. Pour garder cette vision, elle se doit donc d'être pour toujours la maison des esclaves, un lieu de la réconciliation et du pardon. Merci d'être venus et bonne visite.